Rebonjour, très heureux de vous retrouver pour cette suite avec encore deux conférences à vous présenter dans le cadre du colloque Risque, la 31e édition. Et on va enchaîner tout de suite avec, je vous le disais tout à l'heure, on va parler d'intelligence artificielle, bien sûr, mais toujours dans le monde de l'éducation. Et pour nous en parler, on a Didier Paclin, pardon, qui est professeur titulaire et aussi en charge de la chaire de leadership en pédagogie de l'enseignement supérieur, directeur du programme technologie éducative à l'Université Laval. Et il est là pour nous parler, pour nous présenter une conférence intitulée Quand la donnée soutient la réussite. Alors, je vais céder tout de suite la vidéo, la place à Didier Paclin. Merci d'être avec nous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Bruno pour cette introduction. Je vais tenter en quelques minutes, une trentaine de minutes, de partager avec vous une réflexion sur les usages de l'intelligence artificielle dans le champ de l'éducation. Et puisque nous avons 30 minutes uniquement, eh bien, je vais centrer ça sur l'usage de la donnée en lien avec la réussite. Je suis membre également de l'OBVIA, c'est-à-dire de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique, et notamment sur l'axe éducation. Donc, la question de la donnée, la question de la réussite, c'est quelque chose que j'ai souhaité inscrire dans une évolution beaucoup plus large, qui est celle de l'évolution de l'intelligence artificielle. Je vais faire une présentation en 4 parties et je vais essayer d'aller rondement de façon à vous laisser le temps de quelques questions. Donc, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose, on le sait, qui ne date pas d'aujourd'hui. Si on remonte à une certaine époque, c'est-à-dire en 1956, quand elle a été, développée en quelque sorte, cet acte fondateur, qui nous rappelle que l'intelligence artificielle a été pensée pour venir en quelque sorte soutenir les tâches humaines, venir renouveler également certaines pratiques et d'aller plus loin que ce que l'intelligence humaine pouvait faire en mobilisant un certain nombre de pratiques, un certain nombre d'algorithmes qui, implémentés dans différents systèmes, permettent de découvrir d'autres parties du monde et d'accéder à d'autres informations, à développer d'autres représentations d'un certain nombre de faits et des phénomènes qui nous semblent importants. Et ceci est dans une perspective beaucoup plus large et qui est importante aussi à considérer dans le monde, dans la société et aussi en éducation, c'est-à-dire cette lente évolution de l'homme et cette lente évolution de l'homme qui s'est accélérée notamment avec le 19e siècle, avec la présence des instruments, avec la présence de la machine, avec la présence du calcul dans les actes au quotidien. Et c'est dans cette perspective-là où, déjà dans les années 70, ont été développés des premiers outils qui mobilisaient l'intelligence artificielle. Sans revenir dans le détail, tous ces outils-là, en fait, ont subi en quelque sorte ou ont vécu les mêmes cycles, c'est-à-dire à la fois des cycles d'emphase, des cycles de découverte, des cycles d'engouement et des cycles qui ont, dans cette perspective un peu de création destructrice, eh bien, ont disparu pour se renouveler et pour arriver aujourd'hui à une approche, et ce n'est pas la seule de l'intelligence artificielle, mais celle que je vais retenir aujourd'hui par l'approche de la donnée. Un certain nombre de rapports ont été produits, des rapports sur lesquels je ne reviendrai pas, juste pour signifier le fait qu'en éducation notamment, c'est un sujet qui est travaillé depuis fort longtemps. En ce qui me concerne, sans rien dévoiler, je pratique ou j'ai débuté la pratique de l'intelligence artificielle dans les années 80 dans ce qu'on appelait à l'époque le développement des systèmes experts, les systèmes experts de prédiction d'un certain nombre de phénomènes ou d'analyse d'un certain nombre de situations. Aujourd'hui, les choses ont fortement évolué, tout en s'inscrivant dans des pratiques qui étaient déjà émergentes il y a quelques années. Ainsi, la production de textes automatiques, qui, je veux dire, est aujourd'hui sur le devant de la scène dans différents secteurs, n'est pas quelque chose de récent en soi. Cependant, ce qui est récent, c'est que la puissance de calcul, c'est que l'évolution du rapport aux algorithmes, etc., fait évoluer, les possibilités. Ces possibilités qui nous amènent à penser l'évolution de la vie, l'évolution des pratiques et l'évolution de l'éducation d'ici, un horizon 2030, dans des perspectives quelque peu différentes de celles que l'on a vécues jusqu'à présent. Dans cette perspective, c'est vrai qu'on est amené à se poser la question du futur de l'éducation, avec tout un ensemble de mythes, tout un ensemble de craintes, tout un ensemble de risques qui sont toutes et tous aussi légitimes. La grande question que se pose un grand nombre d'enseignants, de formateurs, de formatrices, c'est l'intelligence artificielle va-t-elle nous remplacer?
moi, j'ai envie de dire à cette question-là, une réponse simple, elle va nous remplacer si on continue à enseigner et à permettre à l'autre d'apprendre tel qu'on le faisait il y a 50 ans. Aujourd'hui, on voit bien comment l'apport de ces outils-là amène à renouveler la pratique d'enseignement, la pratique d'apprentissage. Et mon propos a pour objectif de partager avec vous une approche qui vise à voir en quoi et comment et avec quelles limites la mobilisation des données, la mobilisation de l'intelligence artificielle participe au renouvellement et à l'amélioration de l'expérience d'enseignement et d'apprentissage. Dans ce contexte, un certain nombre de questions peuvent être posées. Et aujourd'hui, la question qu'on pourrait se poser, c'est quelles sont les opportunités pour améliorer les services qui sont offerts aux étudiants par l'intégration de l'intelligence artificielle et notamment en lien avec l'automatisation de certains services et également toutes les technologies qui sont liées, qui favorisent l'apprentissage adaptatif. Ceci est à comprendre dans une perspective éducative et dans une perspective sociétale qui vise à reconnaître la différence comme étant un élément de développement de chaque individu, de chaque humain, et de situer cette approche-là dans une perspective inclusive et non pas dans une perspective de sélection ou une approche darwinienne, je veux dire, qui pourrait être retenue avec toutes les données dont on dispose aujourd'hui. Les déclinaisons de l'IA sont fort importantes, c'est-à-dire on a un panel qui est très très important. J'ai juste repris là pour partager avec vous quelques repères, les éléments issus de la conférence de consensus de 2019 qui identifiait et qui identifie toujours 5 domaines de recommandations stratégiques sur l'intelligence artificielle dans l'éducation. Dans le contexte de cette présentation, je m'attarderai principalement aux 3 premières, à savoir en quoi et comment l'IA peut agir au service de la gestion et de la mise en œuvre de l'éducation, comment elle peut participer à l'autonomisation des enseignants et de leur enseignement, et également en quoi et comment les intelligences artificielles peuvent être mobilisées au service de l'apprentissage et de l'évaluation des acquis. C'est un projet qui pourrait être large, mais bien entendu, comme je disais tout à l'heure, je vais recentrer. Je vais recentrer pour ne pas traiter un certain nombre de sujets qui sont par exemple des tuteurs intelligents, qui sont les chatbots, qui sont les avatars, etc. Tout un ensemble de travaux, tout un ensemble de production, de prototypes, de composantes également qui sont fortement développées aujourd'hui et qui trouvent des niches d'usage sans forcément aujourd'hui être utilisées de manière générale, car se pose, comme toujours en éducation, ce rapport entre l'homme et la machine et comme l'écrivait Larry Cuban en 1997, la classe face à l'ordinateur, qui est-ce qui gagne? Eh bien, en 97, il disait ce qui gagne, c'est la classe. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'on n'est plus dans cet affrontement, mais on est dans cette recherche en quelque sorte de complémentarité des différentes intelligences, qu'elles soient à la fois artificielles et humaines. Et dans ce contexte, je voudrais faire un focus dans le cadre de cette présentation sur les données. Les données, beaucoup sont produites dans le champ de l'éducation, à tout niveau. Des données qui sont, collectées depuis le primaire jusqu'au post-secondaire, jusque dans l'enseignement supérieur, qui sont stockées dans des formes de silos, et je ne parlerai pas de l'infonuagique ici, ce n'est pas le propos, mais tout un ensemble de données dont il me semble aujourd'hui que nous aurions un intérêt très très important à les considérer différemment pour voir en quoi et comment ces données peuvent être mobilisées dans un contexte d'appui à la réussite. Mais parlant d'appui à la réussite, ce qui me semble important avant toute chose, c'est de se dire, mais la réussite, qu'est-ce que c'est? Alors, sans rentrer dans le détail de cette figure qui peut paraître complexe a priori, la réussite, et notamment la réussite académique, si vous voulez, est sous l'emprise, est en lien avec un certain nombre de dimensions. Ce qui me semble intéressant dès lors où on s'intéresse à l'utilisation de l'IA et des algorithmes dans un contexte d'utilisation des données en appui à la réussite, c'est d'essayer de voir quelles sont les données qui sont disponibles par rapport à ces différentes dimensions. On a des données, par exemple, qui sont liées au cursus antérieur des apprenants. On a des données qui sont liées à leur vécu dans les programmes de formation. On a des données qui sont liées, à leur contexte sociodémographique, à leur contexte socio-économique. Donc, tout un ensemble de données dont on sait qu'elles participent du rapport de l'apprenant à la formation et qu'elles sont des sources d'explication de la réussite. La réussite principalement académique, mais on pourra aller plus loin aussi parlant de la réussite éducative. Dans ce contexte, beaucoup de données sont, produites au quotidien, ce qu'on appelle les données massives,
qui sont produites, je veux dire, en grande quantité et qui sont renouvelées aussi avec une fréquence, je veux dire, plus que de la seconde, notamment, et on l'a vu dans le contexte pandémique que nous vivons encore, notamment dans un contexte de développement des utilisations de ce qu'on appelle les LMS, pardon, des environnements numériques d'apprentissage qui sont en quelque sorte des espaces dans lesquels et des territoires, si je puis dire, dans lesquels des empreintes, des traces à la fois des apprenants, mais également des enseignants sont laissées. Et c'est à la lecture de ces traces-là, c'est par le décodage de ces traces-là où nous pouvons venir enrichir la compréhension des processus d'apprentissage et venir en appui à la dynamique d'apprentissage des apprenants. On va essayer de voir à partir de quelques exemples comment cela se traduit. Alors, il y a plusieurs, déclinaisons de l'usage de l'intelligence artificielle et des algorithmes dans ce contexte-là, qui prend très souvent le nom de tableau de bord. Il y a tout un ensemble de tableaux de bord qui ont été produits, des tableaux de bord qui ont été produits par des compagnies, des tableaux de bord qui sont produits au sein des institutions éducatives, qui permettent quoi? Qui permettent à la fois de visualiser, qui permettent de surveiller au sens de suivre et non pas de surveiller pour punir, mais qui permettent aussi, dans une perspective de bienveillance, de veiller à la compréhension du processus d'apprentissage pour voir quand est-ce qu'en tant qu'enseignant, on peut agir. Mais ça permet également au sein d'une équipe d'enseignants, au sein d'une institution, de partager une lecture commune des processus et de mieux comprendre les difficultés éventuelles que peuvent rencontrer des apprenants, car il s'agit bien des apprenants et qui sont en fait ceux pour qui nous agissons au quotidien pour leur permettre de développer leurs capacités et leurs compétences. Donc l'utilisation de ces tableaux me semble pertinent et on voit bien qu'ils ont tout un intérêt, quand bien même moins de 10% des établissements d'enseignement supérieur canadiens mobilisent aujourd'hui ce type d'outils, considérant aussi toute la difficulté, toute la réflexion préalable qu'il y a à les mettre en place et qui suppose qu'au sein de ces institutions, il y ait ce que l'on appelle un véritable système d'information pédagogique, c'est-à-dire qui permet non pas de travailler avec un ensemble d'Excel, parce qu'on le trouve encore, ou de chiffriers ou autres types d'outils de cette nature, mais de voir comment les données qui sont produites permettent d'aller au-delà. Il y a tout un ensemble de pratiques qui sont fort intéressantes. Je vais en prendre deux. J'ai été très marqué récemment par ce qui est fait par le Collège Dawson, qui, je veux dire, a un travail que je trouve très fort intéressant sur l'usage des données pour comprendre à partir des données antérieures et des données qui sont produites dans l'instant la dynamique d'apprentissage, à la fois d'essayer de comprendre quels sont les taux de réussite, les taux de rétention, cette compréhension qui permet de poser des gestes plus appropriés par rapport aux apprenants. Donc tout un ensemble de travaux qui sont faits, de travaux qui sont à la fois des formes de réalité pour ceux qui les pratiquent, des promesses pour ceux qui ne les pratiquent pas encore, tout en posant un certain nombre de questions sur lesquelles je reviendrai en fin de présentation. Donc, un ensemble de réalisations qui sont faites dans ce collège, qui permettent de comprendre la dynamique aussi longitudinale de l'engagement et de la persévérance des étudiants, tout ça permettant d'accéder de manière beaucoup plus fine, de manière beaucoup plus précise aux processus, aux dynamiques dans lesquelles s'inscrivent des étudiants par rapport à leur cheminement. Et je redis les choses, c'est-à-dire de poser des gestes adéquats. Dans ce qui va suivre, je vais revenir sur l'expérience que nous avons mise et la pratique puisque l'expérience que nous avons à l'Université Laval pour partager, non pas pour dire que c'est extraordinaire, mais pour partager une pratique et de faire l'analyse de cette pratique dans les 15 minutes de présentation qui restent. On a un certain nombre de données, des données qui sont, colligées depuis plusieurs années parfois. Là, ce que je vous montre, en fait, c'est un travail qui a été fait sur l'étude des données issues de 22 259 inscriptions cours qui permettent, par exemple, de faire émerger des dimensions qui peuvent prédire, en quelque sorte, la réussite et l'engagement des étudiants. On voit par exemple à travers ces données ces dimensions qui sont présentées ici que
comprendre le processus d'apprentissage, ben, on peut le comprendre à travers un certain nombre de variables qui sont le sexe, qui sont la cote de rendement collégiale, qui sont le diplôme antérieur qui a été suivi, qui sont le programme dans lequel est inscrite l'étudiante, quel est le statut du cours, s'il est obligatoire, pas obligatoire, le nombre de cours aussi qui est suivi à chaque session, et également la connaissance des pratiques pédagogiques, par exemple québécoises. Et on voit à partir de ces éléments-là, que selon le profil de l'étudiant, eh bien, il peut être au départ dans des conditions plus ou moins, en, positives en quelque sorte, pour réussir au mieux son parcours, son cheminement. Cette connaissance-là nous permet d'entrer dès lors où on établit la relation avec les étudiants, eh bien, en tant qu'enseignant, d'être sensible à ce qui va se passer et d'avoir, une bienveillance, une vigilance vis-à-vis d'un certain nombre d'étudiants dont les caractéristiques seraient davantage dans le orange et de voir à partir de là, en quelque sorte, se dire, ah, cet étudiant-là, bien compte tenu de comment il se situe, il peut être plus à risque qu'un autre et on peut ainsi avoir différents types de profils qui nous permettent en quelque sorte de se dire, ah, là, il faut que je sois vigilant en tant qu'enseignant qui donne le cours, en tant que direction de programme, en tant que gestion des études pour soutenir au mieux les étudiants. Donc, c'est un premier usage des données pour soutenir la réussite, c'est-à-dire des données qui sont antérieures, dont l'analyse permet en quelque sorte d'établir des tendances du rapport des étudiants à la formation sous l'angle de l'engagement, de la persévérance et de l'abandon. Le développement des environnements numériques nous donne une autre avenue, c'est-à-dire avec la production d'événements avant la COVID, ce qui s'appelle mon portail, l'environnement numérique d'apprentissage de l'Université Laval, il y avait plus de 2 millions d'événements par jour de pointe. Imaginez toutes ces données qui sont produites au quotidien. Que faisons-nous de ces données? Ces données qui sont issues à la fois de différents types d'événements, des événements qui sont la participation au forum, le fait de remplir les quiz, le fait de télécharger des documents, le fait ne serait-ce que de se connecter, nous renseignent sur, en quelque sorte, un certain nombre d'indicateurs. Et ça a amené depuis, à partir de 2014, à développer un outil qui s'appelle Appui à la réussite, dont l'objectif est pour l'enseignant au départ, mais aussi pour l'étudiant, de pouvoir avoir en temps réel un certain nombre d'indicateurs. Ces indicateurs qui prennent, d'un point de vue sommaire, des couleurs vertes, orange ou rouge, qui permettent d'avoir en quelque sorte une visualisation, un portrait d'une cohorte, un portrait d'un groupe étudiant, de façon à savoir comment, dans quelle dynamique se situent ces étudiants et ces étudiantes, et je le redis, de pouvoir poser des gestes, des gestes qui vont venir les appuyer dans la réussite. Les appuyer dans la réussite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut aujourd'hui, dans le cadre de ce type de tableau de bord, j'ai anonymisé comme vous pouvez le voir, mais ici, en tant que direction de programme, par exemple, puisque j'ai été présenté comme directeur de programme, de voir que pour l'ensemble des étudiants, par exemple ici un groupe de 81 étudiants, eh bien tout de suite, avec une information qui est renouvelée toutes les 60 secondes, de savoir quels sont les étudiants qui peuvent être à risque. Derrière ces indicateurs sommaires, à risque pourquoi, pardon? Parce que je vois qu'un étudiant a une lumière rouge, d'autres ont des lumières oranges, d'autres ont des lumières vertes. Donc, je vais pouvoir avoir une attention plus précise, plus soutenue auprès de ceux qui ont des indicateurs qui ne sont pas verts. Et cela, je peux bien sûr, l'interpréter de manière différente en fonction de là où on en est rendu dans la session. Je ne vais pas revenir dans le détail de la manière dont sont coloriées, en tout cas sont animées ces couleurs, mais je pourrais revenir là-dessus sur la séance. Mais au fur et à mesure que l'on avance dans la session, retenons que si au départ ce sont des traces d'activité de l'étudiant sur mon portail qui sont prises en compte, ensuite ce sont bien sûr les éléments qui sont liés aux évaluations qui vont être prises en compte et qui vont permettre en quelque sorte de mettre à jour ces couleurs. Ces couleurs qui sont mises à jour non pas par rapport à une moyenne, mais par rapport à une médiane. Car ça, c'est un élément aussi important, c'est-à-dire de considérer, quand on fait une analyse de ce type-là, l'individu non pas par rapport à la moyenne, mais par rapport à la médiane, et de comprendre également l'évolution des couleurs par rapport, à différents moments de sa formation.
C'est ce qui nous amène, si vous voulez, à avoir tout un ensemble d'indicateurs. Là, je vais un petit peu vite parce que je veux dire, c'est juste pour spécifier que dans ce cas-ci, je veux dire, c'est un étudiant pour lequel il a du vert partout par rapport à toutes les activités, que ce soit les accès au site de cours, que ce soit par rapport au forum, que ce soit par rapport au questionnaire, etc. Mais on voit également à un niveau plus fin pour un autre étudiant, là où il rencontre des difficultés. Ce qui permet, en fait, de la même manière que le médecin va pouvoir s'appuyer sur des données physiologiques, de prise de sang, etc., biologiques, pour poser un diagnostic, eh bien, d'essayer de comprendre, là, qu'est-ce qui se passe chez l'étudiant. Ce que je veux dire à travers ça, et dans mon discours, c'est un élément important, c'est que l'utilisation de ces données suppose une interprétation humaine, une connaissance du processus et de référer cette connaissance-là à une dynamique plus globale du fonctionnement de l'apprenant. On a tout un ensemble d'éléments et d'informations qui sont mises à notre disposition, et notamment tout un ensemble de graphes. Des graphes qui permettent, vous voyez, c'est ce qui est en bas à droite de la présentation, de voir un peu quelle est la dynamique. Et on voit par exemple que sur un des graphes, il y a eu une baisse de l'étudiant. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dès lors où on observe une baisse d'activité, comment dire, chez l'étudiant, eh bien, il y a des actes qui vont être posés. Des actes qui vont être posés de manière automatique, c'est-à-dire des courriels qui vont être envoyés automatiquement à l'étudiant pour le questionner sur comment ça va, ou il va avoir aussi la possibilité de compléter certains quiz pour affiner le diagnostic de sa situation et diagnostic à partir duquel d'autres gestes vont être posés, des gestes qui vont pouvoir être posés à la fois par l'apprenant, des gestes par l'enseignant, pardon, et des gestes qui vont pouvoir être posés aussi par, comment dire, les acteurs qui interviennent pour le soutien à la réussite, comme le centre aide étudiant. Donc, tout un ensemble d'éléments qui sont produits par l'analyse de la donnée, qui sont à la fois les traces et qui sont à la fois les évaluations, et qui vont venir donc compléter le tableau de bord de l'étudiant qui a une information qui est pour partie quasi identique à ce que l'enseignant va voir. Tout de suite, je vous informe que si l'étudiant parce que c'est un des éléments de la limite de tout cela, trouve trop stressant, comment dire, cette visualisation, eh bien, il pourra avoir la possibilité de désactiver ces indicateurs. Du côté enseignant, ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'avoir, comment dire, dès lors où on se branche sur le site de cours, de savoir comment se comporte la cohorte et de voir tout de suite si, en quelque sorte, il y a des difficultés qui apparaissent et en tant qu'enseignant de se questionner sur son design de cours. Et c'est là aussi où le soutien à la réussite passe par l'évolution du design de cours, lequel design de cours va pouvoir être appuyé par le vécu des apprenants par rapport à la proposition pédagogique. Donc, un ensemble d'éléments qui sont proposés, des graphiques que les enseignants, que les acteurs de la gestion des études vont pouvoir analyser, qui au niveau du programme vont pouvoir être réalisés. Et par exemple, au niveau de la direction de programme, lorsque un collègue me dit, bah, tiens, il y a un tel étudiant qui semble rencontrer des difficultés, eh bien, au niveau de la direction de programme, ça va me permettre de voir, par exemple, ce type d'outil, si cet étudiant rencontre aussi ces mêmes difficultés dans d'autres cours. S'il rencontre ces mêmes difficultés dans d'autres cours, on va poser certains gestes. Si c'est uniquement dans un cours, on posera d'autres gestes. Mais il faut comprendre que cette mobilisation de la donnée, c'est autant d'éléments qui vont permettre également d'établir un dialogue, une communication avec l'apprenant à partir, comment dire, une dynamique un peu objectivée de son processus d'apprentissage. En tout cas, de sa dynamique d'engagement, d'investissement. Direction de programme, j'en ai parlé parce que je regarde les choses. Du côté de la direction de programme, il est clair que c'est quelque chose qui a un intérêt, pour autant, bien sûr, que l'on utilise. Ça, c'est une autre question sur laquelle on pourra revenir dans les 10 minutes d'échange. Mais ça permet à la fois d'objectiver et d'aller au-delà du fait, ah oui, l'étudiant travaille pas. Non, l'étudiant, par exemple, peut avoir un gros investissement et avoir en quelque sorte des lumières qui sont oranges ou qui sont rouges parce que cet investissement est pas mis à la bonne place. Donc, ça permet d'intervenir à la fois de manière précoce, mais ça permet aussi d'historiser. Exemple d'historisation, à travers utilisant ce type d'outil depuis plusieurs sessions, on voit par exemple que certains étudiants ont toujours les mêmes profils de démarrage, c'est-à-dire une petite difficulté à se mettre en route, si je puis dire, en début de session, et après, il y a un démarrage qui se fait et
le fait de pouvoir historiser ça, eh bien, ça nous permet de comprendre aussi quelle est la dynamique plus globale de l'engagement de l'étudiante dans son parcours de formation d'apprentissage. L'autre chose aussi, c'est que ça permet, comment dire, une intervention collective, car ça permet à l'ensemble des membres de l'équipe pédagogique de se retrouver autour de données qui sont partagées pour pouvoir aussi ensemble poser ces fameux gestes, c'est-à-dire d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer auprès de l'étudiant, de l'étudiante, pour l'aider au mieux, toujours dans cette perspective bienveillante d'appui à la réussite. Une perspective bienveillante qui est une perspective qui ne cherche pas, comment dire, la sélectivité, mais qui est, comment dire, pensée dans cette dynamique, dans cette perspective inclusive, qui est fondée sur la compréhension de la dynamique de l'étudiant, de l'étudiante, pour apporter l'accompagnement le plus approprié. Et c'est sans doute là où il y a une évolution dans la posture des enseignants, des formateurs, des formatrices, dans cette perspective d'usage des données pour le soutien à la réussite. Tout ça, bien entendu, ça suppose que soit considéré un certain nombre de points de vigilance. Il est clair que, et ça on le sait depuis des années, l'intégration, la mobilisation d'un outil technique, d'un outil technologique, ça a été vrai pour les tableaux numériques, ça a été vrai pour, à l'époque, il y a une trentaine d'années, pour les logiciels d'enseignement assisté par ordinateur et autres. Il y a une problématique d'appropriation par les enseignants qu'il faut soutenir. Mais il y a également d'autres problématiques que vous avez déjà évoquées, sur lesquelles je ne m'attendrai pas, mais qui sont tout à fait importantes et qui nécessitent la sécurisation des données et leur confidentialité. Pourquoi cela? Pour justement que la confiance, c'est-à-dire que puisse s'établir, c'est-à-dire que la confiance dans la relation pédagogique puisse s'établir pour qu'on puisse vraiment travailler au mieux avec la mobilisation de ces données. Mais ça suppose aussi que cette automatisation, en quelque sorte, ait en perspective une autonomisation de l'apprenant, c'est-à-dire de lui permettre aussi de développer ses propres capacités que l'on appelle d'autorégulation, d'autodétermination, car il ne s'agit pas uniquement de porter un diagnostic, mais encore faut-il amener, soutenir l'apprenant dans la compréhension et également dans la compréhension de ses propres processus d'apprentissage, de les décoder et de voir en quoi et comment il peut, seul ou accompagné, comment dire, améliorer ces processus d'apprentissage. Et ça suppose d'aller au-delà de ces affichages via des tableaux de bord et qu'il y ait tout un ensemble, comment dire, comme un écosystème d'appui à la réussite qui permettent, je veux dire, dès lors où une problématique liée à l'engagement, liée à l'abandon est relevée, eh bien que les ressources soient présentes pour soutenir l'apprenant dans cette perspective. Car si je reprends la métaphore médicale, on ne peut pas imaginer un acte médical sans pharmacie ou sans pharmacopée. C'est un peu dans cette perspective-là où il faut penser cette dimension holistique. Cette dimension holistique qui suppose aussi qu'on soit centré sur l'apprenant et que non pas d'être dans la stigmatisation de la difficulté, mais de voir en quoi et comment on peut soutenir l'apprenant dans sa résilience également qui doit se penser dans une perspective éthique et de justice sociale qui amène parfois à faire un certain nombre de choix. Utilisant ce type de données, en quelque sorte, ça amène en début de session, quand on se rend compte que l'étudiant a quelques difficultés, bien de discuter avec lui de l'opportunité d'abandon d'un cours, par exemple, de façon à ce qu'il puisse se concentrer sur les autres cours et être dans une dynamique de réussite, lui laissant bien entendu la possibilité de reprendre un cours à une session ultérieure. Ça rejoint aussi, et ça rejoint des valeurs pédagogiques qui doivent être partagées au sein des équipes, au sein des institutions, c'est la reconnaissance de la diversité apprenante et que tout le monde n'apprend pas de la même manière et qu'il ne s'agit pas, à travers de la mobilisation de ces outils, à faire en sorte que les étudiants correspondent à un pattern qui soit le pattern idéal défini par je ne sais qui. Mais il s'agit davantage de faire de la diversité un élément du développement de chacun, inscrit bien entendu dans un écosystème global d'appui à la réussite. Tout cela, ça suppose et ça contribue à un renouvellement de la qualité d'expérience d'enseignement et d'apprentissage, au sens où on peut agir précocement, où on peut agir beaucoup plus tôt
par rapport à certaines difficultés qui peuvent être, comment dire, mises en évidence plus précocement. Et ça, c'est un élément qui est, comment dire, pertinent et intéressant dans ce contexte, mais qui suppose bien sûr d'allier bien sûr la science des données, mais aussi à l'art pédagogique. C'est-à-dire que de faire en sorte que ne pas de faire une confiance aveugle à la donnée, quand bien même les algorithmes sont validés, etc. Ça, c'est pas la question, mais de se dire qu'on travaille avec de l'humain et de comprendre à travers la donnée aussi plus finement le fonctionnement certes cognitif, mais aussi le fonctionnement socio-affectif du rapport aux études, à l'engagement aux études, et tout ça pour soutenir l'étudiant. Et on voit que ça va amener aussi les institutions d'enseignement supérieur et même les autres à développer collectivement une culture de la donnée pour faire que la donnée soit quelque chose qui vienne soutenir et non pas qui vienne punir. Je vous remercie pour votre attention. Paclin, merci infiniment. J'invite les gens qui auraient des questions, évidemment, à les écrire. Et j'ai remarqué, et on m'a dit aussi à l'oreille qu'il y a des questions qui avaient été posées directement dans l'espace de clavardage. Alors, je vous invite à ne pas laisser vos questions là, et bien nous les envoyer. Vous regardez dans l'interface de conférence tout en haut à droite. Il y a un petit icône avec un point d'interrogation. Poser une question, vous cliquez là-dessus et vous inscrivez votre question là-dessus. Sinon, vous pouvez utiliser le bouton orange, prendre la parole et donc vous adresser directement à M. Paclin. En attendant de voir s'il y aura des questions, M. Paclin, moi j'ai une question à vous poser suite à votre présentation. Je me demande si dans votre réflexion, dans vos travaux, vous vous êtes arrêté sur la question à savoir à qui appartiennent les données qui sont gérées par l'apprenant, d'une part, et dans toute cette mécanique-là, évidemment, puis là, on parle probablement au niveau du cégep ou de l'université dans son passage, est-ce que à certains endroits, l'apprenant devrait avoir accès à un outil qui lui permettrait, dans le doute, de pouvoir se désengager par rapport à cette mécanique-là, sachant que peut-être quelqu'un mettra des doutes par rapport à l'utilisation de ces données-là. J'aimerais vous entendre là-dessus. Alors, par rapport à ça, merci beaucoup pour cette excellente question, Bruno. Tout ce travail-là a été fait en concertation aussi avec les étudiants qui sont bien conscients de toutes les données qu'ils laissent dans toutes les pratiques numériques de leur quotidien, qu'elles soient diurnes ou nocturnes. Et c'est pas tant la question de laisser de la donnée, mais la question de, comment dire, de savoir, bon, bien sûr, où c'est stocké, de savoir qu'est-ce qui en est fait, etc. Et là, il y a un contrat pédagogique, un contrat éthique aussi qui est très, très clair. Les données sont protégées, bien entendu, comment dire, ça reste dans un cénacle, comment dire, qui est le cénacle de l'enseignant et de l'étudiant et de la direction de programme, tout en sachant que il y a des données qui ne sont pas accessibles, par exemple au décanat, qui ne sont pas accessibles, etc., qui sont vraiment, comment dire, dans une sphère qui est, je vais dire, semi-privée, mais qui est, comment dire, très circonscrite. Ensuite, il y a toujours la possibilité, je redis, pour l'étudiant de se désengager de comment dire, de ce dispositif. Ça, c'est un point important. Ce que nous remarquons, c'est que en fait, les étudiants sont les plus grands prescripteurs du déploiement de ce type d'outils. C'est-à-dire que dès lors où ils en ont pris conscience, je veux dire, dans les cours, eh bien, ils peuvent, dans certains cas, ils seront prescripteurs pour d'autres cours là où c'est pas installé. Ceci étant, pour moduler quand même tout ça, ce qui est le nœud de l'affaire, c'est l'appropriation par les enseignants et les enseignantes. C'est-à-dire que si, dans son design pédagogique, mais ça c'est vrai pour toutes les technologies depuis presque la nuit des temps, si l'enseignante n'en fait pas un outil pour, comment dire, dans une perspective d'appui, s'il délaisse ça, bien sûr que ça n'aura pas de sens. Mais le fait, par exemple, en ce qui me concerne, pour faire court, moi, à chaque début de séance de cours, je fais un état sur où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on est en train de réussir notre projet de formation conjoint. Et ça, je vois combien ça participe aussi à, comment dire, l'appropriation et aussi de dire quand on voit en tant qu'enseignant quelque chose qui a dysfonctionné, etc., et que l'on vient
que l'on modifie d'une séance à l'autre une partie du design de cours, le fait de dire également que cette modification est consécutive à la prise de conscience, comment dire, d'un besoin de modification qui est lié à ces indicateurs-là, eh bien, on voit qu'il y a comme, alors je vais le dire comme ça, même si peut-être ça peut paraître un peu exagéré, mais comme un cercle vertueux qui s'établit. Mhm. Ben voilà. Mais j'ai l'impression qu'avec votre conférence, on ne fait que apercevoir la pointe de l'iceberg parce que c'est tout le travail et vous le dites très bien, hein, c'est une chose d'avoir tous ces outils-là en place, mais après ce sera de voir comment les enseignants pourront les utiliser au bénéfice des apprenants. Et puis aussi de l'autre côté, les apprenants, comment pourront en tirer parti. Merci infiniment pour cette présentation, Monsieur Paclin. Je vois le temps filer et alors je vous remercie infiniment d'avoir participé au colloque Risque Merci. 31e édition. Et je rappelle, alors s'il y a des gens qui sont intéressés à suivre vos travaux, ben, vous êtes à l'Université Laval et les coordonnées, l'information pour vous suivre est également dans le programme que vous pouvez accéder, auquel vous pouvez accéder là, sur le site web.